On va rebondir avec Jacqueline Hosty, qui accorde une importance toute particulière à la géographie. Vous êtes paysagiste, Jacqueline Hosty, vous étudiez dans vos projets le rapport entre la ville et le territoire, entre la géographie et les formes existantes du tissu urbain, en liant les strates de la géologie, de l'histoire et de la mémoire comme un socle et un sol fertile dans votre démarche. Et vous accordez une attention toute particulière à l'imbrication des échelles dans vos projets, allant du quartier au grand paysage et à la géographie dans lequel ils s'inscrivent. Alors, Jacqueline Hosty, comment vous abordez la question de la géographie dans vos projets, plus particulièrement sur ceux de Paris? Mais dans notre travail de paysagiste urbaniste, le paysage global est avant tout une démarche pour intégrer l'ensemble des dimensions d'un territoire, qu'elles soient visibles ou invisibles, et dans une vision cohérente. La géographie, la politique sociale et culturelle, le petit, le grand, se fondent dans un projet qui, comme dans un creuset, va amalgamer, façonner les lieux. Mettez bien le micro, Jacqueline, devant vous. Va façonner les lieux et les limites d'une manière transversale. En convoquant le grand territoire, ses données géographiques et ses caractéristiques naturelles, agricoles ou spontanées, le projet de paysage renforce les différences d'une ville à une autre, en souligne les singularités ou les particularités et on peut dire que contribue à préserver les identités urbaines tout en faisant acte de création. L'apport de la géographie à la ville, c'est d'en signaler, donc effectivement d'en souligner les singularités. Et dans cette approche, je dirais que la géographie est une source d'identité territoriale. Alors, comme sur cette image, la stratification progressive de la construction de la ville atténue et gomme la perception d'un paysage initial. Ici, par exemple, à Amiens, on a une rivière qui traverse la ville, un peu comme un poumon qui irrigue cette ville, et se superpose la strate, le dessin parcellaire de la division de cette ville particulière. Et au fond, c'est cette constitution, ce feuilleté, qui s'additionne plus évidemment bien d'autres éléments qui constituent le paysage, viennent fabriquer et donner cette épaisseur. Et cette identité particulière, ici, d'une rivière qui est très sinueuse et qui vient créer un paysage vraiment particulier. Avant de parler de Paris, qui est traversé par la Seine, qui est un fleuve particulier, une autre image ici d'un autre fleuve qui est la Loire. Alors on s'éloigne de Paris, mais qui elle-même a son écriture particulière d'une rivière qui glisse sur des sols sablonneux, qui se divisent, s'infiltrent, crée des îles, et des îles qui se font et se défont au gré donc du flux de l'eau. Alors que si on va, et on voit que sur Nantes, ils ont construit, la ville s'est construite autour de ce qu'ils appellent, donc on appelle l'étoile verte, constituée de la Loire et ses affluents, et qui donne une armature première à la métropole. Si on passe la suivante pour Paris, au sud, on a un autre type de fleuve qui est la Seine, qui sinue, qui traverse des sols différents et qui crée cette particularité de la Seine d'un enchaînement de méandres, notamment dans la Seine aval, après Paris, où on constitue ce paysage bien particulier de méandres, de coteaux, de falaises calcaires qu'on trouvera plus loin jusqu'au Havre, en passant par Rouen. Et donc, on a bien ici deux paysages différents. Un autre exemple que Michel t'en parle souvent, c'est le collier d'émeraude, qui est un système de parcs construit sur des rivières et qui traverse toute la ville, qui permet de révéler aussi de donner une armature paysagère à tout ce système urbain. On peut passer à l'image suivante. À Paris, donc on a une géographie particulière, celle d'un bassin sédimentaire. Paris est inscrit dans une cuvette. On aperçoit les émergences
que peuvent être la butte Montmartre, qui s'inscrit dans la continuité du plateau de Romainville, en succédant aussi aux carrières de gypse, enfin du parc des Buttes-Chaumont, qui était une ancienne carrière de gypse, au fond, sous le sous-sol, ce filon de gypse qui vient traverser au-delà des frontières et des limites de la ville et donner une cohérence géographique. On a au sud, on va retrouver la montagne Sainte-Geneviève. Ce sont des repères dans lesquels je dirais, d'un point de vue du piéton, qu'on peut percevoir en marchant ou en roulant en vélo, de sentir la pente des différentes aspérités et monts de la ville. Et au fond, au centre, la Seine qui traverse la ville d'une manière bien particulière, qui crée cet effet de socle avec, Paola a montré cette ville avec ses différents monuments qui ponctuent et qui rehaussent ce relief particulier. Et ici, on a donc le socle de la ville dans toute son épaisseur, géographique, dans son épaisseur historique, constitué de tout un ensemble d'une partie qu'on ne voit pas, et on ne voit la partie émergée de l'île. Et au fond, ça en fait... Cette traversée parisienne de la Seine est très particulière ici à Paris par rapport à d'autres villes. La Tamise, c'est Alexandre qui parlait d'une périphérie intérieure, qui permet de passer de l'aval à l'amont, de s'ouvrir sur le ciel et de traverser, donc d'être souligné par la ville qui fait face vis-à-vis de cette rivière. Et c'est particulièrement présent, ce vis-à-vis est particulièrement présent à Paris, ce qu'on ne trouve pas forcément sur la Tamise à Londres ou bien le Tibre à Rome. On peut passer à l'image suivante. Donc aussi, en fait, on a ce socle de Paris qui est effectivement composite, ce socle qu'on imagine, qu'on idéalise de manière imaginaire presque. Parfois, on le retrouve, et souvent, effectivement, l'intervention, la réalisation des infrastructures crée des ruptures pour assurer la fonction, soit des fonctions de transport, soit des fonctions hydrauliques. Et les structures ferroviaires viennent contrarier ce sol. Par exemple, à Clichy-Batignolles, on a ce regard, au fond, on s'inscrit dans le bassin versant de la Seine en regardant vers le nord, vers la plaine de France. Mais on est déjà à 5 mètres du sol naturel par cette plateforme ferroviaire sur laquelle s'est implanté le quartier de Clichy-Batignolles. On peut y voir l'image suivante. Et au fond, ces infrastructures créent un continuum qu'on voit ici sur cette image qui va bien au-delà du simple fait de l'aménagement de ce quartier, qui va au loin, on aperçoit la Seine. Et c'était une des questions sur les limites administratives ou les limites des domanialités, qui fait qu'au fond on échappe qu'on oublie peut-être cette grande dimension du paysage qui sous-tend le socle de la ville. On pourrait ici, on avait vu avec François Gretter, au fond, qu'il y avait possibilité d'assurer des continuités d'un grand espace public qui pourrait aller rejoindre la Seine en reprenant des surfaces du foncier qui est le long du faisceau ferroviaire. Donc on voit que les structures ferroviaires amènent au fond des grandes tranchées, des grandes continuités qui aujourd'hui ne répondent qu'aux fonctionnels, mais qui pourraient aussi ouvrir sur assurer plus de continuité entre les éléments de cette géographie. On peut passer à l'image suivante. Les canaux aussi sont des infrastructures qui permettent de traverser et de révéler la topographie. Les écluses du canal Saint-Martin, au niveau du canal de l'Ourcq, assurent des grandes continuités. La Pure avait fait, je ne sais plus où ça en est, mais des études le long des canaux pour retrouver des cohérences le long de ces fils qui viennent traverser toute une géographie et donner de la cohérence à un ensemble d'opérations d'aménagement qui ont eu lieu
le long de ce grand fil d'eau, au-delà des limites administratives ou des différentes communes. Donc on voit aussi ici comment ces grandes continuités qu'on aimerait pouvoir retrouver et s'appuyer, pouvoir en profiter pour développer une espèce de lecture comme ça de cette géographie. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question sur la question des canaux, l'aménagement, je repense à l'aménagement du boulevard Richard Lenoir, qui d'abord a été une voie d'eau pour le transport des marchandises, pour raccourcir le trajet des bateaux au lieu de prendre les méandres de la Seine, ça permettait de créer un raccourci. Ensuite, ça a été aménagé, recouvert pour aménager une grande promenade parisienne qui permet d'aller de la Seine, de l'Arsenal, jusqu'au-delà du canal Saint-Martin et continuer. On voit donc comment s'installent ces grandes continuités. Et aujourd'hui, on pourrait s'interroger au fond sur l'aménagement de ces grandes voies d'eau qui sont par exemple recouvertes. Quel type d'aménagement on pourrait avoir pour répondre effectivement aux questions climatiques qui nous amènent à repenser la ville autrement, puisqu'on s'inscrit effectivement, on a un socle, mais la ville évolue et les aménagements transforment progressivement ce socle, mais il est toujours présent sous nos pieds et il est important d'en avoir la connaissance à la fois de sa grande dimension dans l'articulation des échelles de la ville. Merci, Jacqueline Hosty. Et on a un socle, la ville évolue, et vous m'aviez dit que, quand on s'est au téléphone, que c'est vrai que tout ce qu'on a au-dessus de la ville écrase un petit peu le socle de Paris. On le percevait assez peu ou alors assez mal, et tout ce qu'il y avait au-dessus, le tissu bâti, écrasait en fait ce socle-là. Je pense qu'en fait, dans les différents projets aussi, effectivement, la ville le gomme il y a toute l'architecture, mais en fait aussi, il y a toute une vie. Enfin, nous, on parle que du socle géographique. Après, les paysages vont se constituer de d'autres dimensions de la terre, du végétal, des hommes qui vont transformer ce paysage. Mais c'est vrai que dans Paris, on peut, le long de souvent on se rend compte que le long de ces infrastructures ferroviaires, ces grands plateaux qui créent une topographie artificielle, qui nous font oublier le sol initial, on le retrouve au gré de promenades. Je pense à Hébert avec la rue des Évangiles qui est en contrebas, ou la rue des Chevaleret qui est en contrebas de l'avenue de France. On perçoit ces signes du sol, mais qui sont quand même, je pense au square Croulebarbe qui s'inscrit aussi dans la continuité de la Bièvre qui est en souterrain. Donc il y a aussi, Paola faisait appel, évoquer la dimension mentale et imaginaire que l'on a du socle de cette ville et qui est à mon avis une dimension extrêmement importante dans une approche culturelle du paysage. Merci.